Je m'appelle Amanda, je suis une infirmière diplômée de 31 ans qui a enfin acheté sa première maison après avoir économisé jusqu'au dernier centime pendant 10 ans. Ma relation avec ma famille a toujours été étroite, mais compliquée, surtout avec mon frère, Jason, qui n'a jamais compris le sens des responsabilités. Lorsque mes parents ont vendu la maison de notre enfance de manière inattendue, j'ai été choquée. Mais rien ne m'avait préparé à la trahison qui a suivi. Ils ont frappé à ma porte, valise à la main, se comportant comme si c'était la leur. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si un proche a déjà franchi une ligne. Ayant grandi dans une modeste maison de banlieue, notre famille de 4 personnes semblait normale vue de l'extérieur. Mes parents, Martha et Frank, avaient des emplois stables qui leur assuraient un style de vie de classe moyenne. Mon père travaillait comme comptable pour une entreprise locale, et ma mère enseignait en CE2 dans une école primaire à environ 3 km de chez nous. Nous n'avions pas de vacances luxueuses ni de voitures de luxe, mais nous avions toujours assez. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué la différence de capacité et d'attente entre mon frère Jason et moi, malgré seulement 3 ans de différence. Quand Jason oubliait ses devoirs, maman se précipitait à l'école pour les lui apporter. Quand il abandonnait le baseball parce qu'il avait commencé les entraînements trop tôt, papa hochait la tête et disait « Joue autre chose l'année prochaine ». Mais quand j'ai demandé à abandonner les cours de piano pour m'inscrire au club de sciences, j'ai été longuement réprimandée pour ma persévérance et mon sens des responsabilités. Ce schéma s'est poursuivi tout au long du lycée. Jason a eu son diplôme de justesse, et j'ai maintenu une moyenne de 4,0 tout en travaillant les week-ends dans une pharmacie. À l'approche des candidatures à l'université, mes parents ont semblé surpris que je veuille devenir infirmière. Pourquoi ne pas choisir une filière plus facile? A dit maman. Elle trouvait la médecine trop difficile. Pendant ce temps, il finançait le premier semestre de Jason au collège communautaire, qu'il abandonna au bout de 8 semaines, puis un apprentissage de 3 mois, qu'il abandonna également. À chaque fois, il le renvoyait chez lui avec un sourire bienveillant et un délicieux repas, tandis que je payais mes frais de scolarité grâce à des bourses, des prêts et une semaine de 30 heures dans un restaurant ouvert 24h24 et 7h7. Le travail de nuit était difficile, jonglant entre les études et la pratique clinique, mais j'étais déterminée. Mes parents étaient venus à ma remise de diplôme, mais leurs félicitations semblaient mitigées, leur enthousiasme étant plus vif lorsque Jason a décroché son premier emploi stable chez un concessionnaire automobile à 26 ans, après des années passées à alterner entre emplois mal payés. Après mes études, j'ai vécu dans un petit studio et j'ai commencé à travailler au Memorial Hospital, aux soins intensifs. Je faisais souvent des heures supplémentaires pour rembourser mes prêts étudiants et subvenir aux besoins de ma famille. J'économisais ce que je pouvais chaque mois, parfois quelques centaines de milliers de dollars seulement, parfois plus quand je faisais des vacances et des heures supplémentaires. Jason rentrait à la maison pour la 4e fois après avoir été licencié par le concessionnaire. Il avait une belle voiture, dont mes parents me parlaient souvent lorsque je m'inquiétais pour son travail. Au moins, j'aurais un bon moyen de transport pour aller aux entretiens, disait ma mère, oubliant qu'ils avaient financé sa voiture. Il m'a fallu 7 ans d'économie rigoureuse et de vie frugale pour réunir la compte. J'avais alors emménagé dans un 2 pièces légèrement plus grand, mais j'avais encore des meubles démodés et je cuisinais moi-même. Tout surplus était versé dans mon fonds de logement. Quand j'ai commencé à chercher des maisons, je me suis concentrée sur des maisons plus petites, dans des quartiers agréables et facilement accessibles à l'hôpital. Le marché immobilier était difficile, et j'ai échoué 3 fois avant d'en trouver une. Ce n'était ni grand ni neuf, mais il avait son propre caractère. Il y avait un petit jardin et 3 chambres. Ce qui était particulier, c'est que l'ancienne propriétaire, Eleanor, 84 ans, était une infirmière à la retraite qui vivait dans la maison depuis 40 ans.
À cause de son arthrite, elle ne pouvait plus monter les escaliers. Lorsque l'agent immobilier m'a parlé de la jeune infirmière intéressée par l'achat de la maison, elle m'a invité à prendre le thé. Le courant est immédiatement passé. Elle m'a montré des photos d'elle lorsqu'elle portait encore son uniforme blanc jusqu'à sa retraite. Elle se sentait en sécurité, sachant que sa maison était entre les mains de quelqu'un qui appréciait les soins qu'elle recevait. Même si quelqu'un lui avait proposé 5 000 $ de plus, c'est moi qu'elle a choisi. Le jour où j'ai reçu les clés a été le moment le plus fier de ma vie. Je me tenais au milieu du salon vide, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, emplie d'émotions. C'était à moi. Chaque double service, chaque dîner, chaque anniversaire nécessitant un coupon Home Depot pour des vêtements et des bijoux avait mené à ce moment. Le premier mois, j'ai peint et décoré la maison, la rendant véritablement mienne. La première chose que j'ai achetée a été un ensemble de salles à manger pour 6 personnes. Car quoi qu'il arrive, j'accorde de l'importance à la famille. J'ai invité mes parents et Jason à mon premier repas officiel à la maison, préparant les fameuses lasagnes de maman en guise de remerciement, même si leur soutien était toujours mitigé. Les premiers mois de mon séjour se résumaient à une série de dîners familiaux hebdomadaires le dimanche. Jason annulait parfois à la dernière minute ou arrivait en retard, et mes parents manquaient rarement. Au fil de ces repas, j'ai remarqué un changement dans leur comportement. Papa semblait plus stressé, consultant souvent son téléphone et prenant des appels à l'extérieur. Maman tournait en rond à propos de la retraite et de l'augmentation des coûts. Lorsqu'on les interrogeait directement sur les finances, ils esquivaient. Je me suis dit qu'ils étaient vieux et qu'ils devraient s'inquiéter de leur retraite. J'étais loin de me douter que c'étaient les signes d'une trahison qui bouleverserait nos vies et mettrait à l'épreuve notre loyauté familiale. Dimanche a tout changé et a commencé normalement. J'ai préparé un rôti entier, dressé la table avec des couverts achetés à prix réduit au supermarché et acheté une bouteille de vin que mon père aimait. On a sonné à la porte, et j'ai repensé aux salutations et aux conversations habituelles. Mais maman était inhabituellement silencieuse, papa était affolé. Jason a envoyé un SMS avec 30 minutes de retard, prévenant qu'il y avait du trafic, même si la route était dégagée quand je suis allé faire les courses. Nous avons discuté de la météo et de ma promotion au poste de chef d'équipe en attendant Jason. À son arrivée, il avait une allure inhabituelle, un peu arrogante. Il portait une montre de luxe et m'a dit qu'il cherchait des appartements à Lakeside Towers, un appartement de luxe qui coûtait 2 fois plus cher que ce que je payais chaque mois. Grande nouvelle, a annoncé papa après que tout le monde se soit servi. On a décidé de vendre. J'ai arrêté de tenir ma fourchette. On a vendu notre maison de ville, où nous habitions depuis plus de 25 ans. Pourquoi? Ai-je demandé, le goût envolé. Il est temps, a dit maman sans me regarder. Le quartier est en pleine mutation, les maisons à 2 étages sont difficiles à trouver. Papa a hoché la tête vigoureusement. Le marché est bon. L'agent immobilier a dit qu'on pourrait vendre au prix fort. Je me suis tournée vers Jason, m'attendant à être aussi surprise que moi, mais il est resté calme. Quand est-ce qu'on déménage? Ai-je demandé. On a accepté l'offre, on finalise dans 3 semaines, a souri maman avec un sourire forcé. 3 semaines? On avait l'impression que le sol s'écroulait sous nos pieds. Où allons-nous vivre? On va trouver un autre endroit? On y réfléchit, a dit papa d'un ton froid. On peut louer pour l'instant, puis on s'installera. Un malaise s'est installé. Mes parents avaient planifié jusqu'au moindre détail. Comment pouvaient-ils vendre une maison sans savoir où ils allaient vivre? Je leur ai proposé de les aider à trouver un appartement, notamment un pour les plus de 55 ans avec de bonnes commodités près de chez moi. Maman a refusé, on n'est pas si vieux. On n'a pas besoin d'une maison de retraite. J'ai précisé que je ne parlais pas d'une maison de retraite, mais d'un immeuble avec des commodités pour les seniors.
Réfléchis, dit papa d'un ton autoritaire. Ce qui signifiait surtout ne pas réfléchir. Finalement, Jason dit, on sait ce qu'ils font. N'interviens pas. Ces mots me blessèrent profondément, car je voulais juste aider. Ils évitèrent de répondre aux questions pendant le reste du repas, partant plutôt sous prétexte qu'ils étaient fatigués. Ma peur grandit comme une pierre. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Diane, une ancienne amie enseignante de ma mère, retraitée en Floride. Elle m'a dit qu'elle avait entendu dire que mes parents vendaient ma maison. Maman m'a dit qu'ils déménageaient dans une maison plus petite, mais personne ne savait que ça arriverait si vite. J'avais encore du mal à comprendre. Diane a hésité. Au moins, Jason est bien organisé, j'en suis contente. J'ai serré le téléphone fort. Que veux-tu dire? Diane a pris une grande inspiration et a dit que maman avait dit qu'ils aidaient Jason financièrement. J'ai ricané intérieurement. La nouvelle montre, l'appartement luxueux, l'attitude colérique du début à la fin, tout était révélé. J'ai appelé Tara, une banquière. Fort de mes connaissances, mais consciente du caractère sensible de la question, j'ai demandé. Si quelqu'un vendait une maison payée à Oakwood Heights, combien toucherait-il? Tara n'a pas hésité. Entre 280 000 et 300 000, selon la maison et le terrain. La réponse a été cinglante. La maison de mes parents n'était pas luxueuse, mais elle était payée depuis longtemps, et les prix des terrains étaient en hausse. Je suis allé chez Jason ce week-end, l'appartement qu'il louait depuis 3 ans simple, vieillot. J'avais besoin de le confronter. Tu as déménagé à Lakeside? Ai-je demandé sèchement. Oui, je viens de signer le contrat hier. 35e étage, belle vue sur la rivière. Le loyer est probablement de 3 000 par mois, ai-je dit. C'est une bonne affaire. Jason était représentant commercial pour une brasserie, et je savais qu'il ne pouvait pas se permettre une maison aussi luxueuse. Je sais que tes parents t'ont donné de l'argent. La réaction de Jason s'est muée en défi. Des adultes. Ils veulent que je réussisse. Les 280 000 $ ne sont pas une faveur. C'est tout leur compte-retraite. Rétorqua Jason, un peu gêné. Pas vraiment. Il leur en reste encore. Il poursuivait plusieurs projets commerciaux incertains, allant même jusqu'à quitter son emploi de représentant commercial. Je l'ai jugé. Que fais-tu de l'argent qui a poussé tes parents à retirer de l'argent de leur compte-retraite? Il a évité le contact visuel. Difficile à dire. Est-ce qu'il prévoit de vivre avec moi? Il a dit doucement qu'il prévoyait de vivre avec moi temporairement. C'était comme une douche froide. Il vivait avec moi sans me demander mon avis. Mieux valait qu'il le dise plutôt que d'en rester là. Je suis allé chez mes parents et j'ai vu un panneau rouge, à vendre. Ils ont admis avoir donné beaucoup d'argent à Jason, mais ils n'avaient nulle part où aller et compter sur moi. Cette longue trahison était si profonde parce qu'ils avaient donné beaucoup d'argent à Jason et s'attendaient à ce que je sois un soutien solide. Et pourtant, ils ne m'ont jamais posé la moindre question. Ils avaient une si piètre opinion de moi qu'ils pensaient que je devais l'accepter. Une semaine plus tard, mes parents sont arrivés chez moi tôt le matin, portant des valises et un pick-up rempli d'affaires garées au bord du trottoir. Surprise, a dit ma mère, forçant sa joie. Je me suis figé sur le seuil, l'esprit en ébullition. Ils avaient emporté une tonne de choses dans mon salon, changé mes effets personnels, remplacé mes draps préférés par ceux qu'ils avaient apportés, et envahi mon espace de vie. Ma mère avait arbitrairement modifié la disposition de la cuisine et m'avait même jugé pour ne pas l'avoir bien arrangée. J'ai serré les dents et j'ai enduré. La nuit, l'étrange agitation dans la maison m'empêchait de dormir, mais je me disais que ce n'était que temporaire. Jour après jour, ils semblaient envahir la maison. Papa invitait des amis à regarder du sport, laissant derrière eux des montagnes d'alcool et de nourriture sale.
Maman perturbait son régime alimentaire soigneusement planifié. J'essayais d'établir des règles, mais il m'ignorait. Tu es toujours au travail, on est juste là pour t'aider. Le stress m'a poussé à prendre le mauvais médicament au travail. Le directeur l'a remarqué et m'a interrogé sur ma vie privée. J'ai évité le sujet, ne parlant que de mes affaires de famille. J'étais encore plus fatiguée en rentrant du travail sans coin tranquille, et j'étais aussi stressée. Le point culminant a eu lieu le lendemain du décès d'un patient, ce qui était rare. Je voulais juste prendre un bain chaud, boire un verre de vin et être tranquille. La maison était pleine d'inconnus. Ils avaient invité un groupe religieux à manger. 16 personnes que je ne connaissais pas, qui erraient dans la maison, utilisant ma vaisselle et mes baguettes, détruisant mon espace personnel. Je me suis faufilée dans ma chambre et j'ai découvert que quelqu'un était entré, avait changé les meubles et installé de vieux draps, contre ma volonté. Lorsque j'ai interrogé ma mère, elle m'a répondu à voix basse qu'elle voulait juste m'aider. Je voulais que ma vie privée soit respectée. Ma mère a pleuré et m'a traité de difficile pour apaiser les sentiments de ma famille. Quelques jours plus tard, mon bureau était devenu la chambre de Jason. Un lit fait, mon bureau repoussé dans un coin et mes fournitures scolaires emballées dans des cartons. Mon père n'a pas hésité. Je laisse Jason y rester quand il vient me rendre visite. Je suis restée là, sans voix. Jason m'a appelé ce week-end pour me demander comment allait se dérouler la rénovation de la maison pour lui faire une chambre. J'étais fatiguée, prise par le travail et je ne voulais pas le voir. Il m'a dit que ma mère m'avait dit que j'avais préparé une chambre pour lui. Ma mère avait pris cette décision sans me consulter. Il m'a demandé d'être patiente. Sa remarque, il faut prendre soin de ses parents, sonnait sarcastique, car il lui avait donné de l'argent et c'est moi qui en ai subi les conséquences. J'ai dit sans détour. L'argent qu'ils t'ont donné suffit pour acheter une maison, et tu vis dans un bel appartement, tandis que je dois vivre chez eux à contre-cœur. Il était furieux. Je n'ai pas forcé mes parents à venir chez toi. C'est ton affaire. J'ai raccroché, sachant que la bataille faisait rage. 3 jours plus tard, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un serrurier en train de changer la serrure de la porte d'entrée. Que se passe-t-il? Ai-je rétorqué. Le serrurier m'a répondu que mon père lui avait ordonné de changer la serrure, même s'il n'en avait aucune autorité. J'ai appelé mon père, et il m'a répondu qu'il changeait la serrure uniquement parce que ma mère perdait souvent ses clés. Je lui ai demandé avec colère d'arrêter et lui ai clairement fait comprendre que c'était ma propriété, et non celle de mes grands-parents. Après une confrontation tendue avec mes parents, ils ont ri et ont déclaré que la maison était désormais une « maison familiale ». Il était clair pour moi qu'ils avaient ignoré mes droits de propriété par le sang, affirmant qu'ils avaient le droit de posséder la maison même sans contrat. Je savais que les paroles douces ne suffisaient pas. Je devais agir avec détermination pour reprendre le contrôle de mon logement avant de perdre à la fois mon logement et ma tranquillité d'esprit. J'ai appelé une amie avocate, Sarah, spécialisée en droit immobilier, et je lui ai tout expliqué. Sarah m'a dit que j'avais tous les droits en tant que propriétaire et que j'avais le droit légal de demander à mes parents de partir immédiatement. S'ils ne partaient pas, je devrais entamer une procédure d'expulsion officielle, aussi déchirante que cela puisse être pour tout le monde. Je les aime toujours, mais je ne peux pas les laisser abuser de ma gentillesse et dominer ma vie. Sarah m'a conseillé de conserver des preuves de tout et de trouver un médiateur familial. J'ai également contacté Lisa, la cousine de ma mère, qui est toujours objective. Lisa m'a dit qu'au niveau familial, les gens avaient mal compris la situation. Ma mère disait qu'ils avaient prêté de petites sommes d'argent à Jason et m'avaient aidé à rembourser mon prêt immobilier, ce qui était totalement faux. Grâce à Lisa, j'ai commencé à clarifier la situation avec mes proches. J'ai également consulté un expert financier afin de trouver des solutions pour mes parents, allant de la location d'un logement social à l'augmentation anticipée de leur retraite.
Bien qu'ils aient dû changer leurs habitudes de vie, ils ne se sont pas retrouvés sans abri ni dans la misère comme je l'imaginais. Pendant leur absence, j'ai installé des caméras de sécurité, changé le mot de passe du Wi-Fi, pris des photos et répertorié mes biens de valeur pour protéger mes droits. J'ai également suivi une thérapie avec le docteur Meyers pour apprendre à maintenir des limites et à atténuer la culpabilité que je ressentais de ne pas pouvoir répondre aux exigences de ma famille. Elle a décrit la situation comme un modèle de « rôle familial ». J'étais placée dans le rôle d'aidante et Jason pouvait compter sur moi. Mais je n'étais pas une servante, j'étais une fille. Je devais préserver mon autonomie. J'ai rédigé une lettre officielle à mes parents, leur donnant un délai de 30 jours pour déménager. Je les ai aidés à payer la caution et le premier mois de loyer pour emménager dans leur nouveau logement. La veille de la réunion familiale avec un médiateur professionnel, j'ai disposé des chaises en cercle pour briser le système de pouvoir traditionnel et permettre à chacun de dialoguer sur un pied d'égalité. Mes parents sont arrivés les premiers, surpris de voir des inconnus. Jason est arrivé en retard, faisant comme si c'était normal. Le médiateur s'est présenté et m'a rappelé les règles. Chacun pouvait parler franchement, pas d'attaque, et se concentrer sur les solutions. J'ai expliqué comment ils avaient bouleversé ma vie depuis leur arrivée. J'ai exprimé ma douleur qu'ils m'aient confisqué la maison que j'avais achetée grâce à mon travail acharné et sans rien demander. Mes parents ont rétorqué qu'ils m'avaient élevé et qu'ils en avaient parfaitement le droit. J'ai affirmé que ce sacrifice ne signifiait pas que je leur devais la maison ni que je perdais ma liberté. Jason a affirmé qu'il ne leur avait pas demandé d'argent, mais je savais qu'il l'avait pris pour vivre ailleurs. Le médiateur a posé des questions sur le malentendu et sur leur projet après la vente de la maison. Mes parents n'ont admis aucun projet personnel. En fait, ils prévoyaient de vivre avec moi pour toujours. Ils ont donné à Jason plus de biens que je ne le pensais, allant